Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une petite vidéo hors série, une vidéo basket. Évidemment, The Last Dance sur ESPN et sur Netflix fait énormément parler de lui. Et comme on est fan de basket, on s'est retrouvé à 3 personnes avec l'ami Kerr et l'ami Marquis présents pour vous parler de tout ça. Bonjour à vous deux. Qu'est-ce que toi, l'ami Kerr, tu as pensé de Last Dance ? Alors, The Last Dance, c'est un documentaire extrêmement passionnant pour ceux qui aiment le basket. Je pense aussi très intéressant, mais moins abordable pour ceux qui découvrent. Et qui, moi, me parle énormément parce que depuis que je suis petit, Michael Jordan, c'est mon idole absolue en sport. Et c'est même... ça va au point où j'idéalise pas Michael Jordan parce que j'ai lu énormément de choses et je sais à quel point il avait des défauts. Mais pour moi, Michael Jordan, c'est presque comme s'il n'existait pas réellement. Et le documentaire l'humanise. Cette année, j'ai lu plein de choses sur Michael Jordan et le docu tombe à point nommé puisqu'il complète et il apporte des images là-dessus. Et ça rend finalement... Le portrait de Jordan extrêmement intéressant, et c'est un complément d'un bouquin dont je vous avais déjà parlé et que je vous remonte tout de suite, qui est donc le livre de Sam Smith qui s'appelle La loi du plus fort, qui est d'ailleurs évoqué dans The Last Dance, et qui est un livre absolument passionnant et que moi je trouve même plus intéressant que le docu. Mais vraiment, si vous aimez le basket, si vous aimez Jordan, vous ne pouvez pas passer à côté de ce documentaire. Ceci dit, il a énormément de défauts et on en parlera plus tard dans la vidéo. Vraiment des défauts, mais globalement, si je devais donner mon avis très vite là-dessus, il est tombé, je pense, dans tous les pièges qu'il fallait qu'il évite. Mais on en parlera après. Et toi, Marquis, ton avis ? Eh bien, j'ai également adoré le regarder. J'en avais grand besoin durant cette période de confinement. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'autres documentaires sur des joueurs de basket. J'imagine que Netflix vous monte en tête de liste maintenant le documentaire sur Nowitzki. Vous avez peut-être vu celui sur Carter ou alors celui sur Allen Iverson qui sont plutôt mauvais. Et celui-ci m'a passionné, à la fois par son contenu, par son format, par l'époque qu'il raconte. Et puis Michael Jordan en soi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de basket évidemment dans ce documentaire, mais aussi d'une personnalité hors norme. On a un peu l'impression de voir une sorte de Joe Pesci jouer en basket, vous voyez, une sorte de mafieux en train de fumer son cigare, en traumatisant ses coéquipiers. Ça a quelque chose d'amusant, certainement pas pour ceux qui l'ont vécu en direct. Mais en tout cas, le documentaire m'a passionné et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai suivi pendant ces 10 épisodes. Et j'ai hâte d'en parler avec vous. Ok, du coup, moi je vais vous donner un petit peu mon avis. Alors, il m'a énormément plu ce documentaire The Last Dance. Alors, je suis très friand des documentaires, des grandes séries de documentaires qui a commencé ESPN, et j'ai particulièrement aimé celui de l'an dernier dont on parlera plus tard dans la vidéo. Mais vraiment, c'était... ça faisait longtemps que j'avais pas envie, comme ça, le lundi, d'arriver sur Netflix pour me dire « Oh là là, il y a 2 épisodes qui sont tombés, c'est super ». Il y a vraiment quelque chose qui... quand on est fan de basket, comme moi, qui connaît pas très bien cette période, c'était vraiment génial d'avoir toutes ces anecdotes. Il y a une qualité de production. Enfin, imaginez juste qu'à l'époque, les gens filmaient en 4:3, et là, on est en train de regarder un reportage en 4K sur Netflix qui a des images qui ont été particulièrement bien traitées. Il y a vraiment quelque chose de spécial autour de ce docu. Il y a le fait que les images ont été filmées comme ça à l'époque, mais jamais utilisées. On a quelque chose d'assez exclusif et exceptionnel qui nous est donné là en 2020. Alors, il y a plein de manières d'approcher ce documentaire. On va en parler après dans les deux prochaines parties de la vidéo, qui vont être le sujet autour de la neutralité du documentaire, et puis plus sur le basket en 3e partie de la vidéo. Mais là, vraiment, si on se concentre sur le documentaire en lui-même, moi, je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Il y a définitivement sur les premiers épisodes, à peu près sur la première moitié, un problème de... C'est très confus au niveau des années. Il y en a un où j'ai eu le malheur de regarder ça en mangeant. Et si une fois, un moment où il passait le truc de 98 à 93, d'un seul coup, c'était le moment où j'étais en train de manger ma bouchée de penne à la sauce tomate, eh bien le truc c'est que du coup je ne savais plus en quelle année on était. Celle que je t'ai offerte, j'espère.
Alors celle que tu m'as offerte, du coup, eh bien, sache que je les garde pour toute la vie sous mon lit. Hein. C'est important, c'est un fétiche. Et donc le truc, c'est que du coup, pour revenir à ce documentaire, en fait, il y a vraiment des problèmes de confusion parfois sur les époques. Il y a des moments où en fait, ils prennent une habitude de passer d'une année à l'autre parce qu'ils sont focus sur un point, puis d'un seul coup, ils le cassent pour une anecdote qui revient sur un autre personnage. Donc en fait, il y a un peu c'est un peu confus. Et bizarrement, plus ça avance, moins ça l'est. Et je trouve que c'est vraiment très réussi. Il y a une construction où on a l'impression qu'on va avoir un épisode par teammate de Jordan, et puis assez vite, en fait, on comprend que c'est que pour les premiers. Et après, on n'est plus que sur Jordan, avec beaucoup de Steve Kerr sur un moment. Mais pour le reste, ces teammates sont en train de disparaître. Et vraiment, c'est un documentaire qui a des défauts, mais que je lui pardonne parce que j'ai vraiment apprécié regarder cette période. J'ai apprécié avoir l'impression d'avoir ce côté exclusif, ce côté Michael Jordan à qui on tend un iPad comme ça pour lui dire vas-y regarde ce qu'a dit le propriétaire des Bulls sur l'époque, et qui découvre comme ça quelque chose comme nous. Ça, j'ai trouvé qu'en termes de narration, c'est extrêmement réussi. Et puis après, ce qu'il faut rappeler, c'est que comme on est dans une période, pour ceux qui pourraient regarder cette vidéo en 2049, on est dans une période de confinement Covid, et en fait le documentaire dans cette période de confinement Covid a été terminé d'être produit, notamment l'épisode 9 et l'épisode 10, à distance, et ça n'a pas touché la qualité. Enfin, franchement, j'ai trouvé les épisodes extrêmement bien réussis, et c'est très compliqué de produire ce genre de choses quand le réalisateur n'est pas à côté du monteur, qui n'est pas à côté de la personne qui s'occupe des habillages ou du son. Et vraiment, je trouve que ça s'est pas senti. Moi, je suis vraiment hyper enthousiaste sur la qualité du documentaire. Et du coup, avant de passer au sujet de la neutralité, Kerr, qu'est-ce que tu as pensé donc de l'épisode, enfin des épisodes? Je te rejoins complètement. Alors, sur le côté temporalité, c'est vrai que ça peut être problématique. C'est marrant parce que c'est encore plus poussé dans le livre de Sam Smith, je le disais déjà, mais j'insiste dessus, qui est vraiment très bien et qui est évoqué dans The Last Dance, notamment sur toutes les polémiques qui ont entouré Jordan quand il est sorti. Dans le bouquin, dans le même chapitre, il va te passer d'un truc en 85, un truc en 88, 91, une anecdote Là, alors pour le coup, c'est hyper compliqué à suivre. Là, je trouve que globalement, ESPN a plutôt bien géré. Et c'est vrai que c'est intéressant de suivre finalement chronologiquement l'histoire de Jordan jusqu'à cette fameuse dernière danse. Mais il y a des passages, et c'est pour moi un des défauts du docu, il y a des passages qui sont trop courts. Par exemple, la période du baseball, moi j'ai découvert Jordan avec le baseball parce que quand j'étais gamin, en fait, au JT, et c'est un truc de dingue, je pense que ceux qui n'ont pas connu Jordan à l'époque ne peuvent pas comprendre pourquoi Jordan était autant un phénomène. Jordan, c'est quand même un mec qui, à un moment donné, s'est mis au baseball, et dans le JT français, donc de TF1 ou d'Antenne 2 à l'époque, je ne sais plus, c'était aux infos. C'était Jordan a fait son essai, alors je crois que c'était un match de préparation de saison avec les White Sox, c'était au JT. Et je me rappelle du présentateur qui disait, je crois que c'est la première fois que nous parlons de baseball dans le journal, ça ne pouvait être fait que par Michael Jordan. C'était un vrai phénomène. Et il y a des grands passages, je trouve, de la carrière de Jordan, de l'histoire des Bulls, qui passent trop vite. Et c'est peut-être le défaut finalement du docu, et je conclue là-dessus, il est trop court. Moi j'aurais aimé par exemple qu'il soit en 16 épisodes. Ça aurait été plus intéressant parce que ça aurait permis de parler davantage de Jordan, de ses travers, de parler un peu plus de ses coéquipiers, de parler un peu plus du basket en lui-même, de la NBA à l'époque, de ce que Jordan a changé à la NBA. On voit très, très, très rapidement David Stern dans le dernier épisode dire à quel point Jordan a modifié la NBA, mais je pense qu'il n'y a pas un seul sportif dans l'histoire qui a autant bouleversé un sport que l'a fait Jordan avec le basket, et c'est pour ça que c'est le patron en fait. Et toi, Marquis, t'en as pensé quoi du docu en lui-même? Sur le format en particulier, ce qu'on peut quand même noter, c'est la façon dont il a été diffusé par paquet de 2 pendant 5 week-ends, offrant en fait à toutes les plateformes, ESPN, tous les podcasts, toutes les sessions Zoom auxquelles vous pouvez penser, un contenu à travailler, à analyser, et donc et créer un buzz incroyable. Je crois qu'on a rarement entendu parler d'un documentaire de cette façon, et je crois qu'on n'a jamais eu autant de lignes d'articles et d'heures de diffusion sur ce thème. Donc en soi, je crois que l'approche a été intelligente. Cette façon de créer des cliffhangers à la fin de certains épisodes,
de montrer les personnages sous certaines facettes, et notamment dans des moments pleins d'émotions. C'est des choses complètement inattendues et qui ont attisé l'envie des téléspectateurs de semaine en semaine. Je trouve que le découpage a été intelligent. De là à en faire 16 épisodes, peut-être pas. Un contenu, il faut faire des sélections, choisir. Je pense que Jason Ayer, le réalisateur, était honnête dans ses choix avec les contraintes qui lui étaient imposées. Mais je pense que le produit qu'il nous offre est ce qu'il souhaitait faire. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne durant tous ces interviews et l'impression que moi j'ai ressentie en consommant sa production. Alors, on va parler de la neutralité du documentaire parce que pour moi c'est sa grande faiblesse, j'ai envie de dire. Pour introduire en fait cette question sur la neutralité, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, quand en 98, le propriétaire des Bulls et Phil Jackson ont validé le fait qu'il y ait une équipe qui les suive toute l'année, en fait, il a fallu aussi que Michael Jordan le valide. Et en fait, quand Michael Jordan l'a validé, à l'époque, le responsable qui a filmé tout a dit, écoute, dans le contrat, si tu ne veux pas qu'on utilise ces images, tu pourras les vétos en intégralité. Au pire, si tu nous laisses tout filmer, tu auras la plus belle qualité que tu n'auras jamais eue de vidéo familiale. Et Michael Jordan accepte. Et en fait, toutes les années, ça fait de nombreuses années que ESPN notamment revient pour essayer de proposer de ressortir ces images. Michael Jordan refuse sans cesse et en 2016, pas en 96, en 2016, finalement il accepte sous ces conditions et sur des conditions précises. Et du coup, ça a permis d'avoir ce reportage. Michael Jordan est producteur, et tu as rappelé ce point, Big B, tout à l'heure. Il y a deux faits. Moi, j'avais des craintes. C'était que certains aspects de la carrière de Michael Jordan, certains aspects de sa personnalité soient gommés. Globalement, le documentaire aborde presque tout. Ils vont même jusqu'à dire qu'à un moment donné, Jordan a failli être jugé dans une affaire avec un mafioso parce qu'il lui avait emprunté de l'argent, etc. Le problème, c'est que très souvent, la conclusion des anecdotes, on va dire, à sombre de Jordan ou de ses défauts, c'est pour le grandir finalement. C'est oui, il est dur avec ses coéquipiers, mais il est tellement perfectionniste, on peut pas lui en vouloir. Ou ah bah oui, il avait des dettes de jeu, mais ah bon, écoutez, pour lui, 10 000 $, c'était rien. Enfin, et ça m'a un petit peu gêné. Et il y a des aspects, je pense, et en fait, suite à la diffusion de The Last Dance, il y a des polémiques. Et je pense que Jordan aurait pu les éviter si il avait été, si la série avait pas censuré, mais avait dit les choses de manière un peu plus cash. Par exemple, un truc qui est vrai, c'est qu'avant le premier titre en 91 avec Phil Jackson, enfin la saison 91, Jordan était considéré comme un génie loser. Il gagnait jamais la NBA. Le documentaire insiste pas là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il gagnait jamais la NBA? C'était un peu comme Wilt Chamberlain avant qu'il gagne ses premiers titres. C'est que ils ont eu tous les deux la même chose finalement. Au début, ils ne jouaient que pour eux. Et ils étaient très durs envers leurs coéquipiers. Et le jour où ils ont commencé à jouer pour l'équipe, là, ils ont commencé à gagner des titres. Et dans le dernier épisode, Jordan dit un truc qui m'a choqué. Il dit avant, c'était une équipe de merde, et puis ensuite, on a eu une dynastie incroyable avec 6 titres. Mais Jordan faisait partie de cette équipe-là. Et c'est aussi de sa faute si cette équipe était mauvaise. Alors après, ils n'avaient pas. C'était le début de Pippen qui venait d'être rookie, etc. Ils n'avaient pas le même roster. Mais on le sait, à cette époque-là, Jordan était très dur envers ses coéquipiers. Et ça a toujours été un problème. Il a été odieux, par exemple, avec Will Perdue, c'est jamais évoqué ça. Et une fois que le documentaire est terminé, on voit Horace Grant, qui est quand même. Alors, bon, les jeunes ont oublié qui était Horace Grant, mais moi, Horace Grant, quand j'étais gamin, c'était une méga star de la NBA, mais juste parce qu'il jouait avec Jordan. Et Horace Grant, finalement, il sort du truc en disant, il l'a dit sur ESPN d'ailleurs, ça m'a étonné, que c'était 90% du bullshit. Alors je pense que c'est complètement exagéré, mais ça crée des tensions. Luc Longley est invisible dans le documentaire. Pourquoi? Alors le Jason Ayer a expliqué que c'était parce que pour les coups c'était embêtant d'aller en Australie. Ça c'est une excuse ça. Donc il y a plein d'aspects où on sent qu'il y a un malaise autour du documentaire. Scottie Pippen apparemment est blessé par le documentaire pour les questions de contrat. Parce que Jordan, à un moment donné, dans le docu, il dit Scottie, il aurait pu faire un effort. Mais Jordan, il gagnait 36 millions de $. Scottie Pippen était
top 3, top 5 de la NBA au même moment et gagner 2 millions de dollars par saison. Donc bien évidemment que Pippen avait envie d'avoir un contrat qui soit un peu plus valorisant par rapport à ce qu'il faisait. Donc il y a plein d'aspects qui sont comme ça. Et un truc qui, moi, m'a intéressé au niveau de la neutralité, c'est l'intervention des grands rivaux de Jordan dans le documentaire. En fait, on s'est rendu compte, alors c'est Jason Ayer qui a expliqué ça, qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas du tout intervenir, comme Reggie Miller par exemple, comme Larry Bird. Et c'est Magic Johnson qui les a appelés, qui est donc de Team 92, qui a dit « On ne peut pas ne pas intervenir dans ce documentaire, sinon Jordan va faire exactement ce qu'il veut. Il faut qu'on puisse, nous, donner notre version des choses. » Et c'est pour ça qu'Isaiah Thomas, par exemple, est là, mais il y a des absents, et des absents qui moi, m'intriguent. Pourquoi est-ce que Karl Malone n'est pas du tout dans le docu? Pourquoi est-ce que Luc Longley n'est pas du tout dans le docu? Pourquoi Joe Dumars est complètement oublié? Joe Dumars, c'est le meneur des Pistons. Il était meneur arrière des Pistons au moment de Thomas et de Rodman, et il a mis dans une série que les Pistons ont gagné, il a mis la misère à Jordan. Et je pense que Jordan n'a jamais pris autant une misère par un joueur. Et c'est même pas évoqué dans le documentaire. Donc il y a vraiment des points qui ont été un peu effacés. Et je suis un peu long, je suis désolé, mais je termine avec le baseball. Le baseball, la manière dont c'est monté, te fait croire qu'en fait, il y a eu la grève, alors du coup, Jordan, il est revenu au basket parce qu'il a retrouvé ses potes et ça lui manquait. Mais en fait, ils le disent, les médias étaient méchants avec Jordan, ils disaient qu'il était nul. Mais en fait, c'est qu'il était nul, Jordan, au baseball. Et à l'époque, on en parlait. Dans le bouquin de Sam Smith, ils en parlent vraiment, ils expliquent ses stats et tout. Il était nul. Et là où le documentaire aurait pu être, je pense, plus intéressant, c'est de dire, et Jordan aurait pu le reconnaître, j'ai été pas terrible au baseball. Alors qu'à côté, ils auraient pu rajouter, par contre, au golf, Jordan est excellent. C'est un excellent joueur. C'est encore un excellent joueur de golf. Donc, cet aspect-là, je trouve, dessert le documentaire et dessert Michael Jordan. J'aurais voulu un truc qui soit un peu plus conforme à la réalité. On n'a pas besoin de l'idolâtrer, puisque de toute façon, ce qu'il a fait, en tant que joueur, en tant que machine, on n'a jamais vécu ça dans le sport. Il est déjà idolâtré malgré ses défauts. T'en penses quoi, Greg, de tout ça? Moi, je pense qu'il y a une confusion qui a été volontairement laissée en place par le documentaire au début. C'est le fait que ça s'appelle The Last Dance. Donc, on a l'impression que ça va parler donc de la dernière saison d'une équipe et que le focus, il est sur l'équipe des Bulls. Et c'est pour ça qu'on voit Michael Jordan et Scottie Pippen après. Puis ensuite, il y a un épisode qui est sur Rodman, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que là, ce qui sort là maintenant, et puis ce que je disais avant sur les conditions contractuelles qui sont liées au fait de pouvoir utiliser des images ou pas, c'est pas un reportage sur l'équipe des Bulls, c'est un reportage de Jordan sur sa vision de l'époque. Et je pense qu'une fois qu'on a pris le documentaire de cette manière-là, je pense qu'il est exceptionnellement intéressant et qu'il n'a pas le même intérêt que ce qu'on aurait pu imaginer, mais qu'il en a un autre, mais qui n'est pas moindre. En fait, c'est pas parce qu'on a vu un documentaire dépassionné sur quelles étaient les qualités et défauts de l'équipe des Bulls, mais par contre, on sait maintenant qu'est-ce que Michael Jordan pense de cette époque. Comment est-ce que lui, il a pris cette époque? Qu'est-ce que lui savait? Il savait pas que les vraies raisons pour lesquelles l'équipe a été démantelée sur la saison d'après. Ce qui est dit sur Scottie Pippen, évidemment que Jordan a tout laissé se dire, c'est parce que c'est lui, c'est le même Michael Jordan qu'on voit en train de défoncer ses coéquipiers en leur disant regarde par là et tout, sois meilleur, sois machin. Il fait la même chose des années après à Scottie Pippen en disant t'as été soft de ne pas demander ton cash plus tôt, de ne pas faire ton opération plus tôt et de dire que c'est pour l'équipe, c'est important. Michael Jordan dit les mêmes choses à ses coéquipiers qu'il disait à l'époque. En fait, il a jamais changé. C'est le même. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qui c'est en fait Michael Jordan. Parce qu'en fait, depuis qu'il a pris sa retraite à Washington, des Wizards, en fait, il est devenu quelqu'un qui parle extrêmement peu. Il a parlé quelques moments un peu obligatoires dans la carrière d'un basketteur, on en parlera après, par exemple au Hall of Fame ou à d'autres moments, mais c'est des moments qui sont très très rares. Chercher des interviews de Michael Jordan, il n'y en a pas des milliers sur Internet. Il n'y en a vraiment pas autant que ça depuis qu'il a arrêté. Et en fait, là, on a enfin, des années après,
pouf, voilà, il nous dit ce qu'il en pense. C'est un mec qui est obsessionnel, qui n'est jamais passé à la suite, il n'est jamais passé au fait que, en fait, oui, il voulait son 7e titre. Il a jamais pardonné à Scottie Pippen de pas s'être fait son opération plus tôt pour pouvoir jouer dès le début de la saison de 98. Enfin, en fait, il a gardé les mêmes tocs et on le voit. En fait, le truc de Michael Jordan, c'est que il y a la sphère du basket. Il y a le documentaire, enfin un des autres documentaires, c'était sur la rivalité emblématique des Celtics et des Lakers. Et en fait, ça donne des documentaires sportifs extrêmement intéressants. Michael Jordan, il est largement au-dessus de ça. Comme le dit Obama dans le documentaire, Michael Jordan, c'est un élément qui a un impact global sur la culture américaine. Et en fait, le truc, c'est que il est tellement différent. C'est pas un sportif. C'était à un moment la plus grande star tout court. Les stars de cinéma étaient plus petites que lui. Tout le monde était plus petite que lui. Et en fait, cette personne qui est au-dessus de tous les autres, il y a même pas à l'heure actuelle, il n'y a même pas un Michael Jordan. Il y a personne qui est à ce point-là au-dessus de tout le monde. Et en fait, il y a un Michael Jordan qui, là, quelques années après, nous dit qu'est-ce qu'il en pense. Et en fait, c'est aussi intéressant parce que ça fait des années que là, il est un peu moins dans les conversations. Et la conversation, elle est un peu plus autour de est-ce que LeBron c'est le GOAT ou est-ce que c'est MJ, etc. Et en fait, là, ce reportage, il apparaît de nouveau, il remet une hype énorme sur Jordan et sur le basket et sur les Bulls. Mais la neutralité, elle est presque nulle parce qu'en fait là c'est un point de vue d'une personne qu'on vient de voir et je trouve que c'est intéressant de le prendre comme ça et effectivement y a plein de choses qui seraient étranges si on voulait voir une pure neutralité. Tout ce qui est dit par les gens, on le sent, il y a toujours le même narratif. Il y a le fait que dans les années précédentes, il avait refusé que ce reportage soit fait parce que les réalisateurs d'avant avaient dit que pour eux, c'était important que son ex-femme apparaisse. Et il a dit, si vous voulez mon ex-femme, il n'y aura pas de reportage. Là, elle a disparu, on ne les voit pas du tout. On a deux phrases de ses enfants et on ne voit jamais son ex-femme, qui était pourtant tout le temps à côté de lui dans plein de ses interviews, de ses moments. Et donc, en fait, c'est complètement son point de vue personnel et je pense qu'il faut le prendre comme ça et que c'est assez intéressant comme ça. Toi, t'en penses quoi, Marquis ? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. À partir du moment où on connaît le produit qu'on a sous les yeux, on sait qu'il s'agit de la lecture d'un très très grand champion d'une certaine époque, de ses succès. Et le réalisateur qui a la chance, le privilège d'être sélectionné pour utiliser ce matériau, je pense qu'il nous en dit autant dans sa construction que dans ses silences. C'est-à-dire qu'il sait très bien que lorsqu'on parle de façon aussi négative d'un Gary Payton, par exemple, de sa capacité à défendre Jordan, et que ce sont finalement les rires de Jordan qui accueillent les propos de Gary Payton, eh bien, il sait très bien qu'on va pouvoir regarder les matchs, qu'on va pouvoir regarder les statistiques, et donc sans avoir besoin de les évoquer durant le reportage, en fait, il sait très bien que nous, téléspectateurs, on pourra confirmer ou pas le positionnement, les propos de Jordan. Donc c'est dans ça que c'est intéressant. Sur une durée aussi longue, avec autant d'analyses, autant de minutie et de sources d'informations, nous sommes capables de comprendre ce que le réalisateur nous dit et aussi ce qu'il ne nous a pas dit et donc en fait qu'il nous dit. Voyez. Donc je pense que ça c'est une construction normale. On nous parle d'une époque. J'ai quand même été assez surpris par la réaction de Scottie Pippen. En fait, vous voyez, on en parle de façon passionnée. Imaginez ceux qui étaient présents et qui ont vécu ces instants. Même 30 ans après, tout ça est à fleur de peau. Donc, je comprends qu'un Scottie Pippen puisse être déçu par l'image que le reportage projette de lui. Mais en même temps, regardez son salaire sur sa carrière totale. Il aura gagné 109 millions de dollars. Jordan, seulement 93, sans compter bien évidemment tout le sponsoring qui va autour. Et donc, il n'a absolument pas à se plaindre. D'ailleurs, il a fini sa carrière pour les Bulls. Donc tout ça, c'est un peu des chicaneries de grands garçons, vous voyez. Jordan a 57 ans, qui n'a pas encore, s'est pas encore délesté du poids du passé et qui essaye en 2016, et le tournage a commencé en 2018, à changer un peu l'histoire et la lecture de son propre passé, également avec en ligne de mire LeBron James. C'est très clair. Il essaye d'asseoir tout simplement sa stature de GOAT, de plus grand joueur de l'histoire, ce qu'il est très certainement. Et ce reportage est l'un des leviers qu'il utilise pour asseoir sa réputation. Rappelez-vous aussi que durant les All-Star Games, cette année,
c'était la marque Jordan qui équipait tous les joueurs. Donc il y a toute une campagne marketing dont ce réalisateur est un petit peu l'un des leviers, qui est mis en place pour asseoir la réputation de ce très très grand champion, dont le palmarès reste tout de même impressionnant. Ce qui m'a également étonné durant toutes ces émissions, c'est finalement qu'on voit assez peu de statistiques. Vous voyez, c'est quand même l'une des caractéristiques du sport américain, c'est de nous balancer des pourcentages, des scores, des KPI dans tous les sens, des advanced metrics comme ils appellent. Et là, très très peu. On voit au mieux quelques scores durant les matchs principaux. Et bien entendu, vous n'aurez pas été sans noter les faibles scores. On parle toujours de 80, plus ou moins 5 points, vous voyez. Et il y a la curiosité de revoir ces matchs. Les matchs que Jordan a gagnés, mais aussi ceux qu'il a perdus. Ce sont également des sources d'informations très intéressantes pour bien comprendre le joueur qu'il a été, l'époque dans laquelle toute cette histoire se raconte, un style de jeu complètement différent du basket NBA de notre époque, pas du tout de barrage à 3 points comme on peut l'avoir aujourd'hui. Par exemple, je me souviens d'un commentaire de Doug Collins, l'un des premiers coachs chez les Bulls de Jordan, si ce n'est le premier, je me trompe peut-être, mais Kerr, tu me corrigeras, et qui, devenu commentateur, durant la finale 98, est présent avec Isaiah Thomas et Bob Costa, et dit durant le 4e ou 5e match, attention, là, les Bulls se tirent un petit peu trop à 3 points, ils pourraient s'y perdre. Et j'ai regardé les statistiques, sur le 4e match, non, le 4e match de la finale 98, les Bulls ont pris 15 shoots à 3 points. 15. Je pense que c'est à peu près ce que Stephen Curry prend tout seul en un match de saison régulière. Donc vraiment, on parle d'une autre époque, on parle malgré tout de beaucoup d'émotions. Et j'étais, Greg, tu parlais de l'intervention d'Obama. S'il y a vraiment des personnages, moi, dans ce reportage, qui m'ont pas vraiment satisfait, qu'on a un petit peu trop vu, je pense à B.J. Armstrong, je pense à la minette de Rodman, j'ai oublié son nom, Carmen Electra. Carmen On a Electra. vu beaucoup trop celle-là, mais également Obama. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il était aussi présent. Alors évidemment, il est de Chicago, mais j'ai eu un peu l'impression que dans la conclusion, et la notion d'espoir, Jordan utilisait en fait l'un des slogans de campagne d'Obama pour se reconnecter avec la communauté afro-américaine. Et qu'il y avait ici, par contre, dans ce truc-là, un petit peu de manipulation, puisque finalement, il n'a jamais été véritablement un joueur très performant sur le terrain, mais aussi actif dans la sphère politique, comme a pu l'être un Kareem Abdul-Jabbar, ou alors il n'a pas été pour moi une icône culturelle comme a pu l'être un Allen Iverson. Il a été en fait dans une Amérique dominante à la fin de la guerre froide, dans une Amérique très très mercantile, puisqu'il a été le visage de grandes marques, des Nike, des Gatorade, d'excellentes publicités d'ailleurs. Je vous recommande de les regarder. Regardez par exemple celle qui s'appelle Jordan vs Jordan, exceptionnelle, de 2003. Mais quand même, une Amérique, certes, un symbole culturel, une certaine Amérique très mercantile et très très bourgeoise. Hein. Le cigare, le golf, les costards taillés un petit peu trop grands comme ils pouvaient l'être à l'époque. Pas forcément, je trouve, la plus passionnante en termes d'icône culturelle, comme ont pu l'être d'autres très très grands joueurs de l'histoire de la NBA. En fait, il y a un élément sur Scottie Pippen, je pense, qui est important. C'est qu'en fait, il est devenu animateur maintenant assez régulier sur ESPN et notamment sur Jump, une émission matinale. Et en fait, dans cette émission, ça fait 2 ans. Alors, Scottie Pippen a tendance sur ce sujet à beaucoup de faire d'aller-retour, un coup dire oui, un coup dire non. Mais il a vraiment définitivement, à plusieurs reprises, il y a 2 ans, il y a 1 an, en fait, attaqué le statut de GOAT de Michael Jordan. Donc meilleur GOAT, c'est pour ceux qui sont pas si basket, c'est le meilleur de tous les temps, greatest of all time. Et en fait, en disant que les stats avaient parlé et que ça y est, LeBron avait passé Jordan sur les stats. Alors à l'époque, il n'avait pas encore passé, mais ça allait venir sur les points, mais il les avait passés sur les passes. Et en gros, Pippen disait, si on se base sur les stats, c'est LeBron au-dessus de MJ. Et en fait, il y a eu plusieurs fois où Pippen a du coup un peu démenti que MJ était le plus grand. Et même s'il est revenu, moi j'ai vraiment eu la sensation en regardant le reportage
que c'était genre, ok, tu penses que t'es libre, tu penses que t'es plus dans l'équipe. Eh bien, comme tu le disais, Marquis, le Joe Pesci, le mafieux, en fait, a rappelé à son capot que c'est qu'un capot et lui a rappelé que c'était le numéro 2 et que ça sera toujours le numéro 2. Moi, j'ai vraiment pris ce retour de Pippen comme étant, ok, tu t'es amusé avec mon image, bah, je m'amuse avec la tienne. Tu voulais dire, Kerr? Ouais, t'as dit plein de trucs très intéressants, Marquis, sur l'époque, etc. Et ce que symbolisait finalement le Jordan. Dans le premier épisode, il y a un truc qui pour moi est le symbole de Jordan sur le basket. C'est Patrick Ewing qui est en train de, non, Patrick Ewing qui était quand même un des grands rivales de Jordan. Euh, donc le pivot d'Enix, en finale de conférence Est, etc. Et en fait, ils se sont affrontés à l'université, quand Jordan était à North Carolina et Ewing, je ne sais plus où. Et en fait, Ewing est en train de parler de cette époque, en disant, bah voilà, il y a Jordan, il y a moi et tout. Et le mec porte un t-shirt Jordan. C'est un symbole, en fait. A tout écrasé. Et quand tu dis que finalement, il fait ce documentaire aussi pour rappeler aux jeunes générations que avant LeBron ou avant Kobe, ben, il y avait Michael Jordan, mais c'est complètement vrai en fait. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est une analyse que je trouve très pertinente parce que c'est vrai que là, comme ça, après ce documentaire, ben voilà, Jordan rappelle que ben, c'est lui le patron. Et il y a quand même un truc que moi je voudrais signaler, c'est que dans les années 90, nous les petits Français, on avait très peu accès à la NBA. Il y avait très peu de magazines, ça en parlait très très peu à la télé. On n'avait absolument aucun réseau social, rien du tout. On connaissait tous Michael Jordan. Donc c'est marrant parce que au téléphone une fois avec Greg, on parlait de qu'on faisait la même chose avec les camarades. On disait, hey Jordan, là par minute il gagne tant. En fait, Jordan était c'était une icône à l'époque. Et il a réussi à être une icône, et tu l'as très bien résumé, Marquis, mais il a réussi à être une icône en dehors de tout ce que aujourd'hui LeBron James utilise, ou Kobe a utilisé aussi, les réseaux sociaux, etc., qui aident énormément à la médiatisation. À l'époque, on n'avait pas tout ça. Et je pense que c'est quelque chose de dingue. Et c'est pour ça que pour moi, Jordan, j'aurais toujours énormément de mal à avoir un regard objectif. C'est pour ça que je me force à lire des trucs sur lui, etc. Je me force, hein, mais c'est génial de le lire. Parce que, en fait, pour moi, il n'existe pas vraiment Michael Jordan. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il est au-dessus de tout. Et malgré ses indéniables défauts. Et un truc aussi que je voulais dire sur le parce que tu parlais du basket, Marquis, un point très précis sur le basket qui m'a dérangé. Toi, tu dis, il parle pas de stats. Et tu as raison. Mais autre élément aussi, je trouve que le documentaire résume trop le basket à des faits de jeu. Euh, Par exemple, Pippen qui a le dos blessé, le tir de Paxson, le tir de Steve Kerr, à la fin, le shoot de Jordan dans les dernières secondes contre le Jazz. Il y a plein d'éléments qui sont comme ça où, en fait, on a l'impression qu'une saison, un match, tout se joue dans les dernières secondes. C'est souvent le cas. Mais il faut pas oublier non plus tout ce qui a été fait avant. Et par exemple, un truc qui m'a, moi, dérangé dans le docu, c'est qu'il parle du triangle de Phil Jackson. Mais le triangle de Phil Jackson, ça a juste complètement changé la carrière de Jordan. Jordan, peut-être, sans l'arrivée de Phil Jackson, n'aurait peut-être jamais gagné un titre. Parce qu'il ne s'en sortait pas du tout. La saison avant que Jackson mette en place le triangle, ils se font éclater par les Pistons. Et l'année d'avant aussi, etc., etc. Quand Phil Jackson met en place le triangle et explique à Jordan qu'il ne doit plus jouer que pour lui, mais qu'il va devoir passer le ballon, et que Jordan, le docu a l'air de sous-entendre que Jordan dit oui assez vite. En fait, pas vraiment. Hein. Euh, c'est des éléments qui manquent dans le documentaire. Il y a, pour moi, pas assez de basket, pas assez de stratégie. Oui, Jordan a gagné 6 titres parce qu'il était au-dessus de tout. Ok. Mais il avait aussi un coach qui était extraordinaire. Phil Jackson, c'est un coach extraordinaire. C'est vraiment un documentaire sur, pour moi, hein, c'est mon avis, le plus grand basketteur de tous les temps et aussi le plus grand coach de tous les temps. Et pourtant, lorsque je me suis demandé à la fin de ce documentaire quels étaient les grands gagnants et les grands perdants du monde NBA qu'on nous présentait, j'avoue que je n'apprécie pas tellement à titre personnel Phil Jackson. Il aime son commentaire en fin de reportage où il dit finalement time to go. Bon, bah, certains joueurs ont terminé leur carrière, ont
ont perdu leur source de salaire. Lui, il a quand même continué pendant 20 ans à, à être payé par les Lakers, et puis après, comme on le sait, finir sa carrière un peu misérablement avec les Knicks. Donc je n'ai pas tellement apprécié ces commentaires, mais je me suis dit finalement, le grand perdant, c'est Jordan. Jordan, le propriétaire des Hornets. Alors, comment quelqu'un qui a tout compris sur le terrain, qui a dominé, qui a changé son jeu, oui, sous l'influence d'une figure paternelle, telle que Phil Jackson, a-t-il pu, à ce point, rater le coche avec son équipe? Ça, c'est quand même étonnant. Et par ailleurs, celui qui, pour moi, est le grand gagnant non dit de ce reportage, de ce documentaire, c'est un avis très personnel, hein, vous pouvez le critiquer, mais c'est Tim Duncan. C'est-à-dire quelqu'un qui a été Rookie of the Year la dernière année chez les Bulls de Jordan, et qui donc immédiatement a dominé, et qui a gagné 5 championnats avec un style de leadership complètement différent. Parce que je ne crois pas qu'il y ait deux joueurs qui diraient de choses négatives sur un Tim Duncan. Donc ça veut dire que le portrait qu'on nous propose, la vision qu'a de lui-même un Jordan sur son jeu, sur la façon dont il voudrait gérer l'équipe, etc. En fait, on a vu quelques années après des contre-exemples qui fonctionnent admirablement bien, puisque Tim Duncan fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Alors maintenant que ce documentaire Fleuve a été vu par tout le monde, Bibi, qu'est-ce que tu penses de son impact sur le monde de la NBA? Je pense que le documentaire est arrivé à un moment parfait. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui n'a plus de basket. Les podcasts de basket ne savaient pas de quoi parler. Les sites dédiés au basket, pareil, etc. Et du coup, d'avoir ce documentaire qui est arrivé, comme tu le disais tout à l'heure, eh bien, ça a donné du grain à moudre à tout le monde. Et du coup, c'est devenu encore plus un événement que ça ne l'était déjà. C'est-à-dire que le contenu est exceptionnel, mais là, on ne pouvait pas rêver, les producteurs ne pouvaient pas rêver de meilleure manière que de voir ce documentaire discuter. C'est le seul sujet de toutes les émissions. C'est-à-dire que ESPN Basket n'a qu'un seul sujet. C'est qu'est-ce que vous avez pensé de Last Dance, les autres joueurs, qu'est-ce qu'ils pensent de Michael Jordan, toi qui étais en finale de machin, qu'est-ce que tu en as pensé, et donc en fait, c'est un sujet qui a abreuvé comme ça entièrement un mois entier de basket, et donc ça c'est juste un impact qui est colossal. Et autour de moi, faites le test autour de vous, mais plein de gens qui ne connaissent rien du tout au basket se sont intéressés d'un seul coup à ce documentaire, se sont intéressés à ces finales. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, en fait, il y a eu un documentaire Fleuve aussi qui était en 10 épisodes, si je me trompe, 6 ou 10 épisodes, j'ai un doute, l'année dernière, qui était donc la rivalité qui s'appelait la rivalité des Celtics et des Lakers, et qui reprenait comme ça l'histoire depuis le début de la NBA jusqu'à nos jours de cette rivalité Celtics-Lakers. Le documentaire est exceptionnel. Je trouve qu'il est mieux produit que The Last Dance, dans le sens où il a beaucoup d'interviews de tout le monde, qu'il est moins confus, mais pour le reste, on est sur une qualité de production assez proche. Ça a l'air d'être assez le même carcan ESPN qui l'a commandé. Et en fait, ce documentaire n'a pas du tout eu de résonance en France. The Last Dance a eu une résonance énorme. Et du coup, en fait, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, les quelques reportages basket, moi, tu disais qu'il n'était pas terrible, celui sur Allen Iverson sur Netflix. Moi, j'ai trouvé pas si mal que ça. Mais en gros, c'est vrai qu'il y a un peu un vide. Et là, en fait, d'un seul coup, il y a une espèce de volonté pour du plus grand public de se réintéresser au basket. Et en fait, c'est marrant de se dire que Michael Jordan, qui à l'époque avait donné un rayonnement à la NBA colossal et mondial, et bien là, encore une fois, augmente la portée du basket plus loin que ce que le basket tout seul, ce que les stars du basket tout seul peuvent faire. Et c'est aussi en ça qu'il y a ce rayonnement incroyable de potentiel GOAT ever. Et au final, alors pour un peu ouvrir sur la suite, moi ce que je voulais vous dire, c'était que avec Marquis, on voulait vous faire quelques conseils de visionnage. Alors évidemment, si vous trouvez ce reportage qui s'appelle la Rivalry Celtics-Lakers, donc produit par ESPN, n'hésitez pas à le regarder. Il n'est pas encore disponible en France sur Netflix. Je crois qu'il était de manière un peu plus ou moins cachée sur Dailymotion jusqu'à peu. Je crois qu'il a été retiré, mais n'hésitez pas à regarder. En tout cas, je pense qu'il y a de fortes chances que Netflix achète les droits dans pas longtemps, vu le succès de The Last Dance. Il y a évidemment des choses du côté basket à regarder. Et qu'est-ce que tu nous conseilles côté basket, mon cher Marquis ?
Eh bien, peut-être que vous ne l'avez pas noté, mais si vous recherchez tous les grands matchs dont le documentaire vous parle sur YouTube, vous allez les trouver en intégralité. D'ailleurs, même souvent avec les publicités, avec les commentaires, et tout est là. Donc, vous pouvez vraiment observer le style de basket de l'époque, et je vous recommande vraiment de le faire. Les matchs sont passionnants. Vous pouvez également revoir et réinterpréter le discours de Michael Jordan durant son intronisation au Hall of Fame. À nouveau des larmes, certainement un point commun avec ce qu'on a pu voir dans le documentaire, mais rappelez-vous que les premiers mots qu'il prononce sont pour remercier Scottie Pippen. Et je pense que en cela, certes, il joue son Joe Pesci, mais je pense qu'il y a une réelle appréciation pour son coéquipier de l'époque. Et Ce également serait gonflé revisiter autrement. et oui, et puis c'est la réalité, hein. Les deux faisaient la paire, clairement, et ont gagné deux des championnats. Rodman, à son époque, et d'autres joueurs, les Paxson Lakers, ont eu un rôle tous très important, évidemment. Mais c'est quand même son capitaine. Voilà. Et Et puis, autre pour chose que info, avant que du coup notre ami Kerr vous fasse une petite anecdote basket, en fait je voulais vous dire que eh bien du basket on risque d'en avoir d'autres reportages parce que là on est fin mai, c'est pas encore officialisé mais il commence à y avoir des rumeurs insistantes sur une possible version The Last Dance ou en tout cas un autre Last Dance qui tournerait autour de la dernière saison de Kobe Bryant parce qu'elle aussi avait été suivie par des équipes vidéo. On verra si la famille du défunt accepte que ces images soient utilisées. Peut-être qu'il faudra attendre comme The Last Dance des dizaines d'années. Mais déjà, les équipes de Netflix et d'ESPN sont en train de regarder quelles autres personnes ils pourront voir. Mais ce qui est sûr, enfin en tout cas j'en suis persuadé, c'est que à part peut-être LeBron James, et on verra la fin de sa carrière, je ne vois pas de joueur qui pourrait avoir un impact comme ça sur le grand public qui n'est pas intéressé par le basket, mais juste qui se dit voilà, ce gars-là, c'est un gars qui a impacté, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de découvrir. Et du coup, mais bon, pour les fans de basket comme nous, par contre, c'est tout bénef, quoi. Parce que là, on va avoir on va, j'espère, avoir un de ces quatre des matchs de basket qui vont revenir, et en plus, ce genre de documentaire que je trouve très réussi. À toi, mon cher Kerr, pour ton anecdote. Alors, avant l'anecdote, je rappelle juste que je conseille ce livre, La loi du plus fort, de Sam Smith, parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'il est très intéressant? Il fait en fait comme le documentaire, c'est-à-dire que le documentaire, lui, prend la dernière saison de titre de Jordan. Le bouquin, lui, fait la première saison de titre de Jordan, et il se balade aussi dans le temps, il parle du baseball, etc. Donc, ça, c'est vraiment, ça complète en fait ce que vous avez vu sur ESPN ou Netflix. Et la petite anecdote aussi, c'est dans la vidéo, j'ai été très dur avec Jordan, mais je redis, vraiment c'est mon idole. Alors je le vénère pas non plus, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration, et notamment parce que je pense que personne n'aurait pu mieux gérer la situation que lui tant sur l'aspect médiatique, etc. Il a été mis sur un piédestal, il a dû gérer des choses qui, à mon avis, devait être ingérable. Et il avait en effet des travers, et qu'il ait des travers, peu importe, moi ça me convient très bien. Mais par contre, il avait aussi des côtés très positifs. Et mon anecdote concerne ça, justement, pour essayer d'adoucir un petit peu le portrait. Quand Jordan a commencé, les arrières et petits ailiers de l'époque avaient en modèle cité souvent Elgin Baylor, le joueur des Lakers, et Jordan, lui, parlait surtout de David Thompson, qui était un joueur des Nuggets et qui a fini sa carrière à Seattle. Et en fait, quand Jordan était à son apogée, David Thompson était lui dans le staff des Charlotte Hornets. Et un jour, il vient avec ses enfants dans le stade parce que Michael Jordan, la légende Michael Jordan, est là, joue avec les Chicago Bulls. Et David Thompson, qui est quand même, je crois, 4 fois All-Star, arrive devant Jordan. Il est hyper impressionné, il l'a raconté en interview. Et il était là avec ses enfants qui n'en revenaient pas. Et ses enfants étaient là, c'est Michael Jordan. Et on peut comprendre leur réaction. Et là, Michael Jordan regarde David Thompson et il dit à ses enfants, votre père était mon idole. Et je trouve l'anecdote géniale. Et bon, voilà, pour conclure, pourquoi pas. Jordan avait aussi beaucoup de très bons côtés. Mais si vous voulez des anecdotes sur Jordan, faites des recherches sur Internet, c'est génial. Et juste, je la dis pas, mais cherchez-la. L'anecdote sur le ping-pong, elle vole là. Et peut-être pour vous faire rager, un dernier mot de mon côté, j'ai vu Michael Jordan jouer.
en tant que joueur pour les Wizards. Je l'ai vu de mes propres yeux contre les Detroit Pistons. Et oui. Et bah du coup, pour terminer cette vidéo, juste en un mot, est-ce que pour vous, il aurait gagné cette 7e saison, enfin ce 7e championnat? Moi, j'avoue que je connais pas le basket de cette époque et de l'avis que j'ai pu voir. Bah, je vous laisse répondre avant. Est-ce qu'il aurait gagné cette 7e saison? Moi, je pense que oui, parce que c'est une année où il y a une énorme grève et la saison commence en février. Il y a eu moins de temps, donc je pense qu'ils auraient pu se préparer davantage. Et peut-être le fait que certains soient vieillissants soit moins handicapant. Donc, je pense qu'il l'aurait gagné, parce qu'en plus, c'était une année vraiment bizarre, donc qui a été gagnée par les Spurs. Et c'est marrant, mais avant que Marc y réponde, mais comme ils l'ont pas gagné, il faut quand même dire que la saison d'après, les Bulls, ils ont gagné 13 matchs. Ils ont fini, je crois, dernière ou avant-dernière équipe de l'Est. Et que les années d'après, la fameuse reconstruction des deux Jerry, en fait, ça se passe pas bien du tout, parce qu'ils ont Elton Brand en rookie. Ils veulent en faire une star et ils y arrivent pas. Il faudra attendre l'arrivée de Derrick Rose pour que les Bulls se rebrillent de nouveau. Et toi, tu penses qu'il aurait gagné ou pas, Jordan, cette Non, septième moi, je ne pense pas qu'il aurait gagné pour les raisons opposées à celles que tu viens d'évoquer. En fait, un 50 matchs en 3 mois, c'est tout simplement pas compatible avec un âge de 35 ans. Et d'ailleurs, on a pu le voir, puisque les Utah Jazz, équipe âgée déjà à l'époque, puisque leurs 3 plus grands joueurs avaient au moins 35 ans, eh bien, ont été éliminés de mémoire en demi-finale de Conférence Ouest contre Portland. Et puis par ailleurs, Rodman n'était plus celui qu'il était. Pippen n'aurait certainement fait pas partie de l'équipe. Et s'ils avaient par miracle atteint la finale, ils seraient tombés sur les Spurs et leur Twin Tower avec Robinson et Duncan. Et l'absence de Rodman n'aurait pas été pardonnée. Donc je pense qu'il n'aurait pas gagné. Ouais, d'ailleurs, on peut dire que Steve Kerr a gagné le titre après les 3 titres avec les Bulls, puisqu'il était chez les Spurs. Et en fait, je termine là-dessus. Et qu'il a plus de titres que du coup Michael Jordan, vu qu'il en a des titres en tant que coach avec les Warriors. Ouais, exactement. Et un truc que je voulais dire, c'est que tu as tout à fait raison, Marquis. Peut-être qu'en fait, il n'aurait pas gagné, parce que ta remarque est très juste. Du coup, je me rends compte que j'ai peut-être dit une sottise. Mais je crois que l'année d'après Jordan, c'est une année tellement bizarre que le premier de l'Est se fait taper par le 8e au premier tour des playoffs. Donc c'était vraiment une année particulière. Donc oui, en effet, le fait que l'équipe soit vieillissante, c'est un avantage pour la préparation. Mais avec le rythme des matchs, c'était... Ouais, en fait, je te rejoins. Et je rejoins l'avis de Marquis, parce qu'effectivement, toutes les vidéos, tous les articles que j'ai pu lire d'analystes en fait disent que ça a été beaucoup trop violent physiquement et que toutes les équipes un peu âgées ne se sont pas sorties, comme l'a montré les stats. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo qui fait un peu moins de 3 heures. Voilà, donc on est un peu sous la durée des reportages, et j'ai envie de dire, on peut pas faire moins quand on aime bien. En tout cas, si vous êtes là encore maintenant, c'est sans doute que vous avez oublié d'éteindre l'onglet sur YouTube, ou tout simplement parce que vous êtes fan de basket. Des bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.